Bonjour, est-ce que je peux vous demander de commencer par vous présenter? Alors, je suis professeur à l'Université de Genève, à l'origine historien démographe, puis de plus en plus démographe, et c'est ce qui m'a amené aux études du vieillissement, en particulier l'étude des inégalités sociales dans la vieillesse face aux problèmes de santé et à la longévité. Ça va faire une année maintenant qu'il y a eu le premier confinement du Covid. Le Covid est arrivé dans la vie des Suisses il y a une année. Évidemment que c'est une pandémie qui a commencé en Asie, en Chine, bien avant. Quel regard vous observez une année après? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des éléments par rapport à la démographie qui vous semblent particulièrement intéressants avec le recul d'aujourd'hui? Bon, il y a essentiellement, à mon avis, deux éléments. Le premier, c'est que c'est clairement une maladie de la globalisation, par la vitesse à laquelle elle s'est répandue à partir de son berceau originel. Et des pays comme la Suisse ou la Belgique, qui sont des carrefours du monde, des lieux de communication continuelle, ont été particulièrement touchés à cet égard. Ensuite, c'est clairement une maladie spécifique. Elle touche tout le monde, mais elle tue les vieillards, et en particulier les grands vieillards ou les personnes âgées sensiblement plus jeunes, mais atteintes déjà de problèmes de santé. Il y a une vraie concentration des décès sur les personnes très âgées. En même temps, ce qu'ont montré les démographes, c'est que les personnes qui décédaient avaient encore une espérance de vie, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui arrivaient en fin de vie en l'espace de quelques mois, mais ils parlent d'une plusieurs années, voire 10 ans, 15 ans encore d'espérance de vie. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle l'effet récolte qu'on observe lors des canicules. Lors des canicules, vont mourir des personnes qui seraient décédées une semaine, quelques jours, un mois plus tard, ce qui fait que la valeur moyenne de la mortalité durant ces années de canicule n'est pas très différente, voire pas différente du tout par rapport à celle des années précédentes. Ici, on a très très nettement dépassé l'effet récolte. La maladie ne tue pas seulement les personnes les plus fragilisées, mais elle tue aussi des personnes qui quand même sont très âgées, mais qui avaient encore plusieurs années d'espérance de vie devant elles. Alors évidemment, tout est relatif. La Suisse a la deuxième plus haute espérance de vie au monde. Elle taquine le Japon de temps en temps. Et là, on a perdu, au Tessin, on a perdu 6 ans d'espérance de vie. On voit aujourd'hui que la deuxième vague a été plus meurtrière que la première, Ouais. ce qui montre un parallèle peut-être dû au hasard par rapport à la grippe espagnole, où c'était également la deuxième vague qui avait été plus meurtrière que la première. Maintenant arrive le vaccin. Quels sont les enjeux sociaux qui se posent aujourd'hui en termes d'évolution de cette pandémie et puis de son lien assez compliqué et complexe avec l'économie? On voit aujourd'hui le Parlement suisse qui est en train de débattre avec un enjeu qui est le redémarrage des commerces. Alors l'enjeu actuel, c'est déjà de ne pas répéter les erreurs qu'on a commises entre la première et la deuxième vague. La première a été politiquement, mais aussi collectivement très bien gérée. Les gens ont fait des efforts considérables. Par contre, le relâchement en Suisse a été encore pire que ce qui a pu se passer dans d'autres pays. Et c'est là qu'on a payé sur la deuxième vague, avec un pays parmi les plus riches au monde qui s'est retrouvé au hit parade des taux de mortalité en deuxième vague. Alors évidemment, l'arrivée du vaccin pourrait nous tenter de nous relâcher comme auparavant, alors qu'au stade actuel, on est à peine à 5% de la population suisse vaccinée, donc on est très 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 loin d'une protection, on est très très loin d'être capable de briser les chaînes de contamination quand elles rencontrent des gens vaccinés et ne diffusent pas plus loin. Donc en fait, on est sur 1, 2, 3 mois extrêmement dangereux. On pourrait croire qu'on est sorti de l'aventure alors qu'on est toujours dedans, y compris parce qu'on a les variants qui arrivent et qui sont plus contagieux, semble-t-il. La deuxième vague a aussi été, et on peut apprendre de cela, elle a été particulièrement meurtrière en Suisse en raison de décisions politiques. Le conseiller fédéral Uli Maurer, dans
un média alémanique qui a été peu répercuté a dit explicitement que le haut taux de mortalité était la résultante d'une décision politique, d'un calcul de coût-bénéfice entre la santé et l'économie. À mon sens, c'est insensé, parce que la Suisse, en général, a les moyens de soutenir l'économie beaucoup plus qu'elle ne l'a fait, et en particulier à une époque où les taux d'intérêt sont négatifs, et donc la dette n'est plus Frankenstein, le diable, la perte de la nation, etc. Donc là, il y a eu quand même une gestion politique qui était mauvaise quand la Confédération a redonné les clés au canton et qu'il y a eu une dispersion des politiques de prévention très très forte. Donc il faudrait éviter ce genre de plaisanterie maintenant. Ce qu'on entend des débats du Parlement sur contraindre une date de réouverture des commerces, des cafés-restaurants en particulier, et a fortiori pour faire quelque chose qu'on ne fait qu'en dictature, comme inviter les scientifiques à se taire, c'est quand même très très singulier. Est-ce que dans l'histoire, on a déjà des cas dans des pandémies où des populations particulières ont été l'objet soit de politiques précises, soit alors de discrimination? Bon, c'est très très varié. Au Moyen-Âge, on a quand même la relégation des lépreux, voire des pestiférés hors des villes, dans les lazarets. À l'époque, mais on est vraiment en un tout autre siècle, dans de tout autre contexte. À l'époque du choléra au XIXe siècle, les quartiers riches se sentaient menacés par les quartiers pauvres et creusaient les distances quelque part pour limiter la contamination des riches par les pauvres. Beaucoup plus récemment, à partir de 1985, quand l'épidémie de sida se déploie, l'opprobre a été mis sur les homosexuels. Mais dans l'ensemble, comment dirais-je, c'est quand même une situation qui est très très spécifique, où on a quand même réalisé des progrès fantastiques en termes de santé, qui sont à l'origine d'une montée du vieillissement de la part de populations très âgées, qui ont encore une bonne qualité de vie, qui sont fragilisées mais qui maintiennent leur bien-être, et puis qui sont les cibles privilégiées de cette maladie. Quelque part, la pandémie de la Covid-19, elle frappe un très beau succès de l'humanité, qui est l'allongement de l'espérance de vie. Mais finalement, cette espérance de vie, depuis quand est-ce qu'elle augmente? Alors elle augmente en Suisse, mais aussi un peu partout en Europe depuis le milieu du XVIIIe siècle, très lentement. Puis ça s'accélère à partir de la fin du XIXe, des années 1870-1880. Et après la Deuxième Guerre mondiale, un pays comme la Suisse a gagné 2 mois d'espérance de vie, 2 à 3 mois tous les ans, littéralement tous les ans. Donc c'est l'arrêt d'une tendance quasiment linéaire d'augmentation continue qui cache des différentiels. C'est d'abord la mortalité des enfants qui a reculé, puis celle des adultes, puis plus récemment il y a eu des progrès sur les maladies de la vieillesse, maladies cardiaques, cancers tardifs, etc. Mais in fine, voilà, 2 à 3 mois tous les ans. Ce qui est assez spectaculaire. C'est une évolution vos élèves, cher monsieur Perroux, vivront plus longtemps que vous et moi. Je ne sais pas s'ils s'en réjouissent, mais c'est comme ça. C'est une évolution qui a lieu en Suisse et j'imagine dans le monde occidental, mais est-ce qu'elle se retrouve ailleurs? Est-ce que c'est un phénomène qui est général à l'échelle de la planète? À l'échelle de la planète, il y a eu d'abord, il y a d'énormes différentiels d'espérance de vie entre les pays riches et les pays pauvres au milieu du XXe siècle. Mais à ce moment-là sont arrivés, après la Deuxième Guerre mondiale, des vaccins occidentaux distribués en Asie, en Afrique, en Amérique latine, la pénicilline, les antibiotiques, etc. Et on a vu quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. On a vu reculer, mais à toute vitesse, la mortalité de populations qui restaient pauvres. Quand on compare l'espérance de vie de l'Angleterre et de la Chine, l'Angleterre, ça fait, oula, c'est difficile, ça progresse, ça met 150 ans. Et puis on met la Chine, et puis hop, elle rattrape presque l'Angleterre en 50 ans. 1950-2000. Donc c'est 2 évolutions très différentes.
Autre aspect, là on a parlé de la mortalité des gens qui mouraient. Il y a des questions qui se sont posées l'année dernière sur un éventuel baby-boom qui était lié au confinement, qui là n'est pas directement lié à la maladie en tant que telle, mais à ses conséquences politiques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces questions-là? Bon, c'est pas les conséquences politiques, c'est que les couples restent ensemble 24 heures sur 24 et que des choses se font. Mais en l'occurrence, la grande différence par rapport à d'autres épisodes historiques, c'est que tout simplement les contraceptifs sont là. Les couples savent comment faire. La pandémie crée de l'insécurité sur les projets de vie, etc. Donc au Québec, par exemple, une de mes amies a mesuré ça, les mariages ont chuté de moitié. Et les premières indications qu'on a sur les naissances sont des chutes de 20 à 30%. En fait, tout le monde reporte ses projets de vie. Donc probablement que les couples ont eu plus de relations sexuelles, mais voilà, on sait maintenant éviter qu'elles mènent. Et donc ce qui domine, c'est une peur sur l'avenir, c'est une incertitude sur les temps futurs. Alors ça, de toute façon, c'est une tendance générale qu'on observe de plus en plus depuis le début du XXIe siècle. C'est une montée de l'insécurité d'existence qui est liée à la globalisation, à la flexibilisation de l'économie, à l'existence de situations où on ferme une usine rentable, mais parce qu'on pourrait en ouvrir une autre plus rentable encore ailleurs, etc. Donc une logique économique relativement déstructurée. L'idée aussi, qui revient de manière régulière, que les parcours de vie sont plus accidentés, plus tourmentés, etc. Donc il y a un sentiment général d'insécurité qui est là. Il y a 50 ans, on aurait parlé de pauvreté, ça aurait été un grand débat social. Maintenant, on parle de précarité et de vulnérabilité qui exprime ce sentiment d'insécurité. Dans le panel suisse des ménages des dernières années, on demandait aux gens est-ce que vous êtes sûr d'avoir le métier que vous avez, le job que vous avez là maintenant, l'an prochain? Et presque 50% n'en étaient pas sûrs. Ce qui est impossible, l'économie suisse ne pourrait pas licencier presque 50% de ses employés et les remplacer. Mais ça montre qu'au-delà de l'insécurité objective, il y a une insécurité subjective ressentie qui est très présente. Et là, le Covid a tapé dessus, on peut le dire. D'accord. C'est une subjectivité qui est présente en Suisse, peut-être dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a une dimension culturelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve cette insécurité, par exemple aux États-Unis, qui est une économie très libérale? Il y a presque une habitude de changer de métier ou d'avoir dans son esprit que finalement les carrières professionnelles sont des carrières multiples. Est-ce que vous avez des informations sur cette idée d'insécurité qui serait différente selon une sphère culturelle ou d'autres variants? Il y a des variations interculturelles, mais elles sont très limitées. Une partie de l'électorat de Donald Trump, c'est des ouvriers manuels d'usines qui se sentent menacés par les usines chinoises. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre un ouvrier français, un ouvrier américain, dans ce ressenti d'être menacé par la globalisation. Et à cet égard, quand on s'est retrouvé dépendant des masques chinois, quand on se retrouve maintenant dépendant pour les vaccins de lignes de production qui ne sont pas localisées nationalement, un certain nombre de personnes ont l'impression que leur État-nation ne les protège plus, et ça crée des remontées de nationalisme, voire de populisme, etc. Vous êtes actif dans une science qui a un temps de retard sur la réalité. C'est lorsqu'il y a les chiffres de démographie qui sont publiés que les démographes arrivent à faire un travail rétrospectif. Si on regarde les chiffres du Covid en 2020, on a des vagues épidémiques telles que les scientifiques d'histoire de la médecine peuvent expliquer très facilement. Il y a un État qui se détache, qui est la Chine, où finalement il y a eu une insensibilité statistique des vagues qu'a connu le reste du monde. Ils sont partis très haut, ensuite ils ont pratiquement plus de cas, ils ont, semble-t-il, en tout cas ce que dit le gouvernement et ce que publie le gouvernement, ils ont maîtrisé la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, rétrospectivement, c'est une version qui paraît plausible ou alors qu'il y aurait quelques fissures dans la réalité statistique observée aujourd'hui? Alors, l'Asie a été très touchée par le SRAS et du coup,
elle est arrivée au Covid mieux préparée. Ça traverse toute l'Asie, comparé à l'Europe, aux États-Unis, etc. Deuxièmement, c'est évident que les statistiques chinoises mentent. La première vague a fait beaucoup plus de morts que ce qui a été déclaré. Et c'est relativement bien connu, notamment par la comparaison des chiffres et des avis de décès publiés dans la presse, qu'on peut retrouver ensuite sur Internet, pour la province notamment où se situe Wuhan. Donc en fait c'est très compliqué de mentir sur les chiffres, hein. On finit toujours par vous avoir. Je croirais beaucoup plus aux statistiques de Taïwan, qui montrent quand même que les pays asiatiques ont su mieux dominer après la première vague la situation, par des mesures très diversifiées, hein. À Wuhan, des gens se sont retrouvés enfermés en quarantaine dans leur appartement, avec des ouvriers qui venaient souder la porte, histoire d'être sûr qu'ils ne sortiraient pas du tout. Tandis qu'à Taïwan, il y a eu une recherche extrêmement efficace des facteurs de contamination, des points où la contamination s'est réalisée, en remontant en amont à l'origine de la diffusion des cas. Il y a aussi une habitude du masque dans les pays asiatiques qui est liée aux épisodes précédents. Donc on ne domine pas une épidémie uniquement en violant les droits humains. Il y a aussi des options à l'intérieur de la démocratie. Pour finir cette interview, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez voulu que je vous pose, ou un point sur cette année de recul par rapport à la pandémie qui vous semble ne pas avoir été abordé? Alors, moi, ce qui me choque, c'est que si on me posait la question, est-ce que dans un pays comme la Suisse, on a laissé crever les vieillards en EMS, je vous répondrais oui. C'est juste insensé. D'abord, il y a eu un phénomène qui a touché tous les pays riches. Le Covid arrive, les premiers morts sont recensés, on médiatise les hôpitaux et l'héroïsme des soignants, et à juste titre, hein, il ne s'agit pas du tout de nier ça. Et puis, 4, 5, 6 semaines plus tard, oulala, c'est l'hécatombe dans les EMS. En Grande-Bretagne, la presse a dû faire une campagne médiatique contre le gouvernement pour qu'elle intègre les décès EMS dans les statistiques, et tout à coup, il y a eu 5-6 000 morts de plus. En Suisse, vous avez 16% des gens de 80 ans et plus qui sont en EMS. Ils font au moins la moitié des morts à eux seuls. Au moins. Parce qu'on ne connaît pas les gens de EMS qui sont morts à l'hôpital. Donc, cette concentration-là, elle est insensée. Et non seulement on a regardé ailleurs et on les a laissés mourir, mais en plus, à la deuxième vague, on a remis le collier. C'est à nouveau une hyper concentration des décès en EMS. Je ne comprends pas qu'un pays comme la Suisse n'ait pas sorti quoi, 50 millions de francs, une paille à l'aune de tout ce que ça nous coûte pour protéger les EMS. C'est juste insensé. Ce qui explique aujourd'hui les mesures de vaccination qui en priorité touchent les populations âgées. Mieux vaut tard que jamais, mais oui, en effet.